Maintenant, nous arrivons à un moment que vous attendez tous. Il est temps d'accueillir Monsieur le professeur Jean Tirole. Jean Tirole est sportif aussi, il franchit les marches. Cher Jean, c'est un immense plaisir. Nous mesurons notre privilège de vous accueillir. Vous êtes économiste, mais vous êtes aussi chercheur. Et je sais que vous privilégiez vos recherches, ce qui fait que vous vous faites très rare médiatiquement et dans le grand public. En tout cas, c'est un immense plaisir de vous accueillir. Je ne vais pas vous présenter, je crois que c'est absolument inutile. Tout le monde connaît votre parcours exceptionnel. Et vous êtes sorti un peu de votre discrétion en début d'année 2016 en publiant ce magnifique ouvrage « L'économie du bien commun » chez PUF, qui a beaucoup marqué l'année de 2016. Et donc, nous aurons l'occasion d'y revenir à la fin de cette soirée, mais je crois que votre public est très impatient de vous entendre. Et donc, si vous voulez bien, je vous passe la parole pour une vingtaine de minutes, comme nous avons convenu. C'est à vous, cher Jean. Bravo, Jean. D'avance, je vous applaudis. Alors qu'arrive notre ami président François de Pérol. Monsieur le Président, cher Jean-Louis, merci beaucoup pour ces propos. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir et très honoré de fêter avec vous le 30e anniversaire du prix Turgot. Je ne vais pas chanter, vous inquiétez pas, d'ailleurs je chante horriblement faux. Je ne vais pas chanter joyeux anniversaire, mais en tout cas le cœur y est. Je voudrais aussi féliciter les nominés, les auteurs nominés. J'ai trouvé les présentations extrêmement intéressantes. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ceux et celles qui partagent leur savoir et qui essaient de diffuser leur savoir au-delà du monde économique ou du monde de leur entreprise. Et j'ai toujours résisté à le faire moi-même. Je m'y suis lancé récemment et j'ai compris à cette occasion toute la difficulté d'écrire, quand j'ai écrit Économie du bien commun, d'écrire un ouvrage qui se veut accessible, mais tout en gardant finalement le socle économique, ce qu'on sait. Ce n'est pas mon épouse qui a lu toutes les pages et a commenté toutes les pages qui va me contredire. C'est très difficile, mais c'est aussi très gratifiant. Donc, je vous remercie en tout cas de rappeler ce livre Économie du bien commun. C'est un livre très personnel qui représente ma vision de l'économie, qui est une vision d'ailleurs beaucoup plus large que l'économie classique, qui comprend... qui incorpore les connaissances en psychologie et en sciences humaines et sociales et qui fondamentalement est une économie morale et philosophique. Je voudrais profiter de cette occasion pour parler des défis auxquels nous sommes confrontés et comment l'économiste à son faible niveau, son modeste niveau, peut contribuer à nous aider à les relever. Alors une remarque liminaire cependant, pour parler de ces défis auxquels nous sommes confrontés, il ne faut pas faire l'autruche, bien sûr, mais je voudrais être optimiste. C'est très, très important et je voudrais être optimiste pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut regarder les tendances longues. Je me suis toujours demandé quelle confiance j'aurais eu dans l'avenir au début du XVIIIe siècle ou plus récemment en 1945. Non, le monde n'était pas meilleur avant. On entend souvent dire que le monde était meilleur avant. Et loin de là, il n'était pas meilleur. Pour toutes les critiques que nous pouvons adresser à notre société, et elles sont nombreuses, nous avons néanmoins fait un bond spectaculaire ces 2 derniers siècles dans toutes les dimensions, et pas seulement la dimension économique, la dimension du bien-être économique. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a eu pratiquement pas de croissance de l'économie et de la santé jusqu'à la révolution industrielle. Mais nous avons fait aussi un bond spectaculaire dans le libéralisme social, la tolérance, la solidarité, un bond de santé, d'espérance de vie, de conscience environnementale, de développement. Et même au niveau de la violence, je suis assez d'accord avec Michel Serres sur ce point, nous regrettons aujourd'hui de vivre dans une société violente, et elle l'est. Cependant, malgré toutes ces guerres mondiales, ces génocides et toutes les horreurs du XXe siècle, la probabilité de mourir de mort violente au XXe siècle était de 1 à 2%. Elle a été beaucoup plus élevée autrefois. Et d'ailleurs, Ian Morris, qui est un historien archéologue de Stanford, a même montré que si l'on remonte à l'âge de pierre,
Cette probabilité est de 10 ou 20%, autant pour le mythe du bon sauvage. La deuxième raison d'être optimiste, est que nous avons des réponses partielles à un certain nombre de ces défis, ce qui m'amènera à conclure par des réflexions sur le rôle de l'économiste dans la société. Parmi les multiples défis auxquels nous sommes confrontés se trouvent tout d'abord les défis économiques, vous les connaissez tous. Le réchauffement climatique, le chômage, la baisse des anticipations de croissance, la problématique de sortie des taux bas, qui implique un choix douloureux entre, d'une part, perpétuer leur danger en termes de bulles et d'incitation à la prise de risque par les institutions financières, et de continuer à privilégier l'emprunteur par rapport aux épargnants, et d'autre part, de relancer l'économie et de garder le coût de l'emprunt raisonnable pour l'État et pour les entreprises. Alors, ce n'est pas une critique des taux bas. Je pense qu'ils sont associés à la crise, aux réponses économiques à la crise, à la démographie en baisse, à l'évolution de l'offre et de la demande pour les actifs sûrs, et enfin à l'accroissement des inégalités qui mécaniquement augmentent le taux d'épargne, puisque les gens les plus aisés, bien sûr, épargnent plus que les gens pauvres. Les défis régionaux, avec une Europe duale, qui, il faut le dire, a perdu de vue ce que signifie être européen. Des pays émergents comme la Chine, devant effectuer leur transition d'une économie de rattrapage à une économie à la frontière technologique, et devant mettre en place un système social ainsi qu'une gouvernance moderne. Enfin, d'autres pays émergents adoptant des comportements court-termistes et se retrouvant en difficulté du fait d'une baisse du prix des matières premières ou de la dévaluation de leur monnaie par rapport au dollar, dans lequel sont dénominées leurs dettes. Autre défi, on les a déjà évoqués, la polarisation et les inégalités au sein d'une génération, le numérique, avec ses défis en termes de mutation de l'emploi et de cadre juridique pour cet emploi, ça a été mentionné déjà aujourd'hui, ce potentiel d'être un facteur d'accroissement d'inégalités entre personnes et d'inégalités entre pays. Je pense ici à la mobilité des élites, les questions de propriété des données, de droit de la concurrence et bien d'autres questions associées au numérique. Et enfin, les inégalités entre générations. En plus du réchauffement climatique, en France, nous léguons aussi à nos enfants une dette publique, des retraites non financées, le chômage, un logement cher dans les zones tendues, un système éducatif en berne et ressemblant de plus en plus à un vaste délit d'initié. Sur ce point, Turgot, le pourfendeur des privilèges, sinécure et corporation, l'avocat d'un système complet d'éducation et de charité visant à soulager les pauvres, le contrôleur des finances combattant l'emprunt et refusant le défaut souverain, doit se retourner dans sa tombe. Donc beaucoup de défis, bien sûr, mais des défis, je pense, qu'on pourra relever si on y réfléchit et si on met en œuvre les bonnes politiques. Mais pour moi, le plus grand défi est en nous-mêmes. Partout, dans le monde, on observe une tentation du repli sur soi et une montée des populismes. Il est toujours difficile de définir le concept de populisme, mais je le caractériserai par une volonté exacerbée de surfer sur les préjugés et les égoïsmes de l'électorat et, c'est lié, par une vision particulièrement court-termiste de la chose publique. La France n'est malheureusement pas immunisée contre ces tendances lourdes. Si 68% de nos compatriotes se déclarent favorables à l'euro, un grand nombre d'entre eux envisagent de voter pour des candidats prônant soit une sortie de l'euro, ou bien une sortie de l'euro sous la condition que l'Allemagne et les autres pays européens refusent des conditions que de toute façon elles refuseront, soit une restructuration de la dette, soit les deux. De surcroît, le protectionnisme et les discours anti-migrants séduisent de plus en plus de nombreux Français. Je me demande à nouveau ce que penserait Turgot, l'avocat du libre-échange, s'il revenait sur Terre en 2017. Commençons par la sortie de l'euro et la restructuration de la dette.
Si les limites de la zone euro sont très claires, et elles sont décrites dans beaucoup d'ouvrages d'économie, dont Économie du bien commun, mais beaucoup d'autres également, les Français, je pense, ne se rendent pas bien compte des conséquences qu'aurait pour eux une sortie de l'euro. Tout d'abord, le coût de l'emprunt public serait fortement renchéri, et mécaniquement, le renchérissement de l'emprunt public entraînerait aussi celui des entreprises et des ménages, par exemple leurs prêts immobiliers. Le gouverneur de la Banque de France rappelait récemment qu'entre 1986 et 1992, année du traité de Maastricht, le spread allemand sur la dette souveraine avait diminué de 1,5%. Il est très difficile de savoir quel serait le nouveau spread dans le contexte où nous sortirions de l'euro, mais je pense que ce 1,5% est extrêmement conservateur, est une estimation très prudente, au vu des épisodes italiens et espagnols avant que Mario Draghi dise qu'il ferait tout ce qu'il faudrait faire pour sauver les pays, ou du fait qu'en 1986, la dette publique française n'était pas 100% du PIB, mais 30% du PIB, et personne ne parlait de sa restructuration. La dépréciation de la monnaie nationale entraînerait aussi un renchérissement des importations. Nous allons payer plus cher notre essence, nos portables, les jouets de nos enfants. De nouveau, extrêmement difficile de calculer le chiffre exact, mais les estimations actuelles de 2 000 € par an par ménage sont très plausibles, avec une certaine incertitude, bien sûr. Le retour au franc aura une autre conséquence grave. Pour éviter un fort alourdissement des dettes de l'État, des banques et des entreprises françaises, la France restructurerait sans doute d'elle-même ses dettes, par exemple en les redénominant en francs, un peu comme l'a fait l'Argentine, reniant ainsi ses engagements. Un fait très inhabituel pour un pays riche, et dont de plus les dettes sont auto-infligées, non liées à une guerre subie ou à une catastrophe naturelle. Un défaut souverain nous mettrait au banc des nations, nous exposerait à des mesures de rétorsion, nous interdirait l'emprunt et nous forcerait à équilibrer immédiatement notre budget, alors que ses partisans veulent au contraire se libérer encore plus des contraintes maastrichtiennes. La sortie de l'euro, et c'est mon dernier point sur l'euro, sonnerait aussi le glas de l'Europe. Or, sans l'Europe, la France n'existe pas dans les négociations internationales. Régulation financière, fiscalité, contrôle des dévaluations compétitives, accords de libre-échange, politique étrangère, négociations avec les GAFA, négociations climatiques, etc., etc. Aujourd'hui, des voix comme celle du gouverneur de la BCE ou du commissaire européen à la concurrence sont entendues dans le monde entier. Une voix française isolée a peu de chances d'être entendue. Deuxième sujet, le protectionnisme. De nouveau, il est tentant de surfer sur certaines difficultés pour promouvoir le repli sur soi. Ces difficultés sont liées à la trop faible attention portée aux perdants de la globalisation et du progrès technologique. Jusqu'en 1990, le commerce international générait relativement peu de perdants. Après 1990, l'essor des pays en voie de développement et des pays émergents qui ont tourné le dos aux politiques de substitution des importations et qui ont fait le pari du marché et de l'ouverture, associés à la chute vertigineuse des coûts de transport par container, ont orienté les échanges vers l'axe nord-sud et créé de nombreux perdants au nord, souvent peu qualifiés, qui ont du mal à retrouver un emploi similaire ou dans le même bassin d'emploi. La croissance des pays pauvres que ces échanges ont entraîné est une excellente chose. La croissance du PIB par habitant de 326% de l'Inde et de 823% de la Chine en 25 ans, entre 1991 et 2015, est inédite dans l'histoire de l'humanité. Tandis que je vous rappelle que sur la même période, le salaire médian, je dis bien médian, d'un Américain stagnait. Mais si les pays développés furent globalement gagnants, les perdants, confrontés à l'offre mondiale de travail,
ne furent que peu compensés et insuffisamment reconvertis par des politiques tremplins pour retrouver un emploi. Ce sont eux qui, aujourd'hui, ont voté Donald Trump et le Brexit. Ce n'est pas pour autant que le protectionnisme arrangera le sort de nos concitoyens. Et ça, je crois que c'est vraiment un message qu'il est important à faire passer. D'abord, il ne peut en résulter que des mesures de rétorsion de nos partenaires commerciaux. Tout le monde sera perdant. Il nous privera des bénéfices de l'avantage comparatif et il supprimera l'aiguillon de la concurrence qui pousse nos entreprises à s'améliorer plutôt que de profiter d'un consommateur captif. Dans ce contexte, encore une fois, si j'ai des inquiétudes très fortes pour le court terme, je suis beaucoup plus optimiste pour le long terme. Je voudrais parler et conclure par le rôle de l'économiste, qui, je pense, a un rôle sociétal important aujourd'hui. Et j'étais très heureux de voir tous ces livres qui parlent d'économie, qui essaient de diffuser les savoirs, souvent courageusement, et je pense que c'est vraiment très important pour notre société. La culture économique est déficiente dans tous les pays du monde. J'en détaille quelques raisons dans l'économie du bien commun. Nous avons tous des biais cognitifs, qui ne sont pas aléatoires d'ailleurs. Par exemple, nous croyons ce que nous voulons croire. Nous regardons les effets directs et ignorons les effets indirects, les victimes invisibles, les effets d'équipe générale. Mais comme l'a signalé Jean-Louis Chambon, ce déficit de culture économique est exacerbé en France. Seulement 36% des Français font confiance à l'économie de marché. Les Français le voient comme un substitut à l'État, alors que le marché et l'État sont complémentaires. Le marché a besoin d'État pour pallier ses défaillances, ses nombreuses défaillances, et l'État a besoin de concurrence et d'incitation. Les Français ont aussi souvent une vision obsolète de l'État, un État pourvoyeur d'emplois plutôt qu'un État régulateur. Enfin, les Français tendent à récuser la notion de consensus en économie, confondant en partie consensus et certitude. Sans doute faudrait-il développer, comme ça existe à l'étranger, des mesures de consensus partiel sur des décisions, sur des questions, pondérées par des niveaux de confiance et de désaccord. Notre apprentissage de l'économie souffre de sa place et de ses modalités dans notre système éducatif. Il souffre de l'histoire de notre pays, dans lequel l'entre-soi, l'interventionnisme étatique, la fermeture et le manque de concurrence jusqu'ici, jusqu'à récemment, limitaient l'utilité des connaissances en économie. Cela a changé, même si la France manque toujours d'une culture d'évaluation ex ante et ex post des politiques publiques, même si ça a progressé. Notre apprentissage de l'économie, enfin, souffre de la frilosité dans la nomination d'économistes à des postes de responsabilité. Il faudrait aussi créer des possibilités d'aller-retour entre milieu universitaire et fonction publique. Par rapport à leurs collègues étrangers, les enseignants-chercheurs en France ont une très faible participation directe à la décision publique et sont aussi très peu présents dans le débat public, selon des statistiques collectées par Jean Beuve et Amélie Chouricheret. Par exemple, la France fournit très peu de contributeurs à la plateforme Vox.eu, qui est une très bonne plateforme de discussion de problèmes économiques au niveau européen. Et ses 100 meilleurs chercheurs publiant participent beaucoup moins à la décision publique que leurs homologues américains, anglais ou allemands. Je voudrais conclure en réaffirmant qu'on ne peut pas avoir de bonne politique économique sans culture économique. Les gens ont tendance à dire « nous n'avons pas les bons politiques, les bons hommes et femmes politiques ». Je pense que ce n'est pas une bonne approche. Je pense que le personnel politique réagit aux incitations démocratiques, et c'est normal. Et donc, s'il y en a qui font preuve de plus de courage que d'autres, les incitations sont ce qu'elles sont. Et sans un électorat qui a une culture économique, il est très difficile de prendre les bonnes décisions pour un homme politique. Et cette culture économique fait défaut en France. Au cercle Turgot de continuer à encourager la lecture des livres d'économie,
aux hommes politiques et aux journalistes de s'approprier les connaissances économiques actuelles et ne pas avoir peur de les expliquer simplement à nos concitoyens, et aux économistes de porter leur message mieux, avec l'humilité qui sied aux limites de leur savoir, mais aussi avec conviction pour le bien commun. Je vous remercie pour votre attention.